bonjour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce tout dernier live JPO de l'année. Vous êtes actuellement sur Ding, la chaîne officielle de l'école de design de Nouvelle-Aquitaine. Et c'est un plaisir de vous avoir ici aujourd'hui pour une édition un peu spéciale. Comme vous le savez peut-être, là, la grande majorité des étudiants sont rentrés chez eux. Et on a eu récemment, sur le mois dernier, uniquement les B1 qui étaient présents sur place à l'école. Et pendant ce mois passé, ils ont eu l'occasion de travailler sur différents ateliers. Ça va être donc le sujet de notre live aujourd'hui. Avant toute chose, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Willem, je suis étudiant en Master 1 en direction artistique à l'école ici présent. Je fais aussi mon alternance sur place, donc je suis un peu double face. Et je serai à votre hôte pour ce live. C'est un plaisir de vous accueillir. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est l'école de design de Nouvelle-Aquitaine, donc comme son nom l'indique très fortement, on est une école de design qui est située à Poitiers, à 5 minutes de la gare, 34 boulevard du Grand Cerf. Et aujourd'hui, ce sont nos dernières journées portes ouvertes de l'année. Donc pour les habitués, vous aviez l'habitude que le live commence le matin et se finisse l'après-midi et vers 16h. Là, ça va être une édition un peu spéciale. Tout va se focaliser sur la matinée, donc on est en live de maintenant jusqu'à peu près midi. Euh, Au fur et à mesure, je vais interviewer différents étudiants qui vont vous parler de leur expérience pendant les différents lives et tout ça. Par contre, c'est pas parce que le live se finit à midi que les journées portuaires se terminent à midi. On reprend l'ouverture de l'école à 14h, donc de 14h à 16h, n'hésitez pas à passer, ou même ce matin, pour découvrir. Bon, là, c'est très vite pour le moment, c'est parce qu'on vient à peine d'ouvrir. Donc, vous verrez au fur et à mesure du live, des gens vont passer dans le fond, ça va commencer à prendre vie, etc. Donc ouais, comme je le disais, c'est une édition très particulière. On la dédie au workshop. Pour vous donner un peu de contexte, chaque année pour les B1, il y a une période d'atelier en mai, entre mai et juin, dans lesquels les différents étudiants peuvent tester différentes techniques, différents outils, encadrés par nos enseignants. Et c'est l'occasion justement de découvrir de nouveaux sujets. Je ne vais pas trop vous spoil, mais pour vous faire un résumé, on avait 6 ateliers cette fois. On avait un atelier qui concernait la vitrine, un qui concerne du mapping vidéo, un autre qui concerne du pop-up, du livre pop-up, un atelier qui se concentrait sur Figma, mais en tant qu'éditeur de jeu, un atelier qui faisait du jeu de plateau, qui créait un jeu de société, un jeu de plateau. Et le dernier, c'était un atelier, ça va me revenir quelques instants, Figma, plateau, pop-up, mapping, vitrine et Main Street. Merci Giuseppe. Et un atelier Main Street, son nom vous le comprendrez un peu plus tard. Et donc là, les différents étudiants que je vais avoir la chance d'interviewer vont vous parler un peu de tout ça. Et puis voilà, je pense avoir tout dit. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Et surtout, n'hésitez pas à passer. On est au 34 boulevard du Grand Cerf à Poitiers. C'est nos dernières journées portes ouvertes. Donc voilà, n'hésitez pas à passer. Et puis je vous reprends dans quelques instants avec nos premiers invités dans à peu près 10 minutes. A tout à l'heure. Rebonjour. Aujourd'hui, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'interviewe différents étudiants de B1. Là, je suis avec Rachel. Bonjour Rachel. Bonjour, Est-ce que tu peux d'abord te présenter? donc moi c'est Rachel, je suis en B1 à l'école de design et voilà, c'est tout. Et avant de commencer à parler de notre sujet principal de ce live, c'est-à-dire les ateliers, Ouais. est-ce que tu pourrais commencer par nous parler d'abord de ton expérience de ta première année de B1? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait, etc. Et bien pendant cette année c'était très généralisé, donc j'ai touché un peu à tout et j'ai découvert notamment des logiciels que je connaissais pas du tout. Parce que tout ce qui est manuel, ça m'a pas trop changé de d'habitude, mais après c'est vrai que les logiciels j'y avais jamais touché. Et c'était très compliqué au début de l'année, mais on s'y fait peu à peu. Ok. Ouais. Et l'année prochaine, tu voudrais faire quelle filière? J'aimerais bien aller en architecture d'intérieur. Ok. Donc, comme là, vous en a parlé tout à l'heure, là, on va s'aventurer sur le live, enfin sur le workshop, pardon. T'as fait quel atelier, toi, sur ces 2 semaines? Premièrement, j'ai fait l'atelier du jeu de société. Et après, j'ai fait l'atelier qui s'appelle Mappez-moi sur le mapping vidéo. Ok. On va peut-être commencer par l'atelier jeu de société. Ouais. Est-ce que tu peux donc nous introduire un peu le concept et comment ça s'est passé étape par étape?
Donc on a dû créer un jeu de société. On n'avait ni règles, ni charte graphique, etc. Et on a dû tout inventer de A à Z. Donc moi j'ai participé au jeu qui s'appelle le Sommet d'Almaz, qui est un jeu un peu où on va devoir chercher un géologue qui était parti pour une mission. La mission, c'est d'aller chercher des diamants au sommet d'une montagne. Il va se retrouver complètement perdu et il va appeler des amis géologues, donc nous, les participants, pour venir le chercher contre une petite récompense. Et donc, la particularité de ce jeu, c'est qu'il est en volume et donc c'est pas seulement pour le design, mais c'est aussi, ça va aider dans le jeu. Et donc, on a dû créer les règles, ce qui était vraiment pas facile parce qu'on a dû changer plein de fois la manière de jouer, etc. Et on a dû aussi, du coup, créer le graphisme de ce jeu. Okay. Et ouais, moi j'étais sur les dessins. Et donc on est d'accord, en fait pour expliquer un peu aux gens, on a eu 2 semaines d'atelier, d'ateliers longs. Mm-hmm. Et donc toi tu as été sur la première semaine. Le thème et tout ça par rapport à l'alpinisme, comment vous l'avez décidé? Comment ça s'est fait ce choix du thème? Alors moi du coup ce jour-là, j'étais pas là donc j'ai pas pu choisir, mais j'ai pu savoir grâce à mes camarades qu'ils avaient tous choisi un thème qui leur faisait penser à un jeu de société et un thème qu'ils aimaient plus ou moins. Et il y a eu un vote après le choix de thème et c'est tombé du coup sur l'alpinisme, les montagnes, etc. Ok. Si tu devais résumer donc cette semaine de travail, jour par jour, genre un jour, une étape, ça serait quoi à peu près? Premier jour, ça a été le thème. Après, ça a été le plateau. On a dû décider à quoi il ressemblerait. Ouais, donc la création du plateau Ouais, en tant qu'objet, quoi. Exactement. Physiquement, ok. Et du coup, on était parti au début sur un hexagone. Et finalement, en fait, c'est les tuiles, les cases. Ouais, les tuiles, les cases, exactement, qu'on a mis en hexagone. Et du coup, le plateau, on a décidé de le faire en volume. Après, le troisième jour, ça a plus été les règles, donc. Après, le graphisme. Et après, du coup, on a beaucoup testé le dernier jour. Si ça marchait. Après, on a testé aussi tous les jours, mais le dernier jour... Ouais, c'était la phase de test. Ouais, c'est ça, exactement. Pour l'équilibrage du jeu en tant que jeu, c'est ça, sur les règles oui, et tout ça? Ouais. Ok. Et du coup, cette contrainte qui était dans le thème de l'atelier, donc le jeu en volume, mm-hmm. comment vous avez fait avec cette contrainte justement? Comment vous avez réalisé le jeu en tête, avec cette idée de volume en tête? Par rapport aux règles ou par rapport aux... Que ce soit par rapport aux règles, aux plateaux, aux objets, de manière générale, comment vous avez abordé ce défi? C'est parce qu'on voulait un plateau quand même plutôt original. Okay. Et donc, en cherchant un peu des inspirations sur Internet, on est tombé sur... parce que, je rappelle qu'initialement, on voulait faire des hexagones. Et il y avait beaucoup d'inspirations qui montraient en fait des plateaux en hexagone qui utilisaient des jeux de volume. Et donc, on s'est dit que ce serait sympa, même pour rajouter des petites règles au jeu en plus, quoi. Parce que donc, pour monter, parce que vu que c'est en volume, il y a différents niveaux. Il faut rajouter plus de bonus, etc. Ok. Et justement, ces différentes cases et tout ça, elles sont toujours disposées de la même manière pour chaque partie ou c'est un peu aux joueurs de les mettre comme ils veulent pour avoir des parties différentes? Non, c'est toujours les mêmes dispositions. Mais après, on a décidé donc avec les hexagones, on les a marqués, ceux où on voulait qu'il y ait des bonus ou des malus. Okay. Et c'est des dalles qui sont à part du jeu qu'on place et donc après ça change quand même parce que on peut placer un malus à une partie et un bonus à une autre sur les cases où elles sont marquées. Okay. Je sais pas si je m'exprime clairement. Ça me paraît clair. Pour revenir un peu plus à l'idée de l'atelier dans l'ensemble, les enseignants que vous aviez, donc il y avait Olivier qui est plus orienté game design, il y avait Clémence qui elle est plus orientée architecture d'intérieur, c'est deux de nos enseignants à l'école.
Et comment vous avez géré justement cette idée de volume avec l'architecture et du jeu avec la filière game design? Comment les deux filières se sont croisées en fait, dans cet atelier? Alors, j'étais pas au courant de ce qu'ils faisaient, mais oui, ça me paraît évident quand tu me le dis, parce que c'est vrai que Olivier nous a beaucoup aidé pour les règles, parce qu'en fait, initialement, on les avait faites avec Clémence, Ok. et ça devait être des questions-réponses, etc. Et quand Olivier a été mis au courant des règles, on a tout rechangé, parce qu'il a bien vu que ça nous plaisait pas tant que ça, en fait. Et, euh, et donc, c'est avec Olivier qu'on a fait vraiment toutes les règles, et c'est vrai qu'avec Clémence, on a fait le plateau. C'est Ouais, avec donc elle au qu'on... sein de la même semaine, le projet a vraiment évolué dans une direction complètement Ouais, différente ouais, de ouais, ce qu'il avait de complètement. base. Ok. Et justement, pour rester dans le thème du jeu, comment les joueurs ils interagissent entre eux? Comment ça se passe justement cet aspect jeu au fait de l'atelier? Et bah, comme je le disais, donc, on peut tomber sur des cases malus au bonus. C'est des petits donc, dalles qu'on prend pour nous. Et il y a des réserves sur le plateau où on peut aller. Et on va pouvoir demander soit des bonus, ou si une autre personne arrive sur la même réserve que nous, on peut à ce moment-là alors demander un échange. Et ça va, enfin, en général, ça arrange pas toujours les personnes. Ou sinon, on peut carrément leur voler quelque chose. Et du coup, ça va se jouer au dé. Et donc l'interaction se fait par le vol et par l'échange. Ok. Après, on peut piéger les adversaires aussi, par exemple en leur envoyant des dynamites. Et là, ils perdent, il me semble, des bonus. Donc En là, fait, est-ce que tu peux mettre en pause, s'il te ouais, plaît, la vidéo? c'est ça. Donc là, c'était le plateau sur lequel vous avez travaillé. Exactement, ouais. Et Donc comme on peut le voir, il y a des on voit bien différents les niveaux. différentes cases dont tu parlais. Et justement, donc ces trois niveaux, ça correspond à trois étapes dans le jeu, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, dans les bonus, on a des cordes. Et pour monter chaque niveau, il va falloir avoir un stock de cordes Ok. avec nous. Ouais, donc en fait, il y a cette idée de course un peu contre les autres joueurs pour atteindre le C'est sommet. ça. Et Ok. donc, les petites cases rouges, c'est les réserves. Là où on peut voler, demander, etc. En termes de production de l'atelier, par exemple, vous avez utilisé quelle technique, vous avez utilisé quel logiciel Là, je parle purement Ouais. production. Comment ça s'est déroulé? C'était tout sur Illustrator. Ok. Euh, j'ai fait les dalles, donc bonus et malus. Et ouais, j'ai utilisé uniquement Illustrator et il me semble que les autres aussi. Ok. Ok, ok. Et t'as d'autres choses à dire sur cet atelier? Non, Ok. non, juste, c'était quelque chose que j'avais jamais fait, un jeu de société. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris. Et oui, Olivier nous a donc expliqué comment faire les règles et tout. Et je pensais pas que c'était aussi poussé, qu'il fallait autant de réflexion. Enfin, évidemment, si, mais je veux dire, ça demandait beaucoup même de pratique. Ouais, d'essais, de tests. Exactement. Ok. Donc maintenant, on va parler de ta deuxième semaine d'atelier, qui est complètement différente en termes de... Il n'y a pas de travail d'équipe en soi. Oui, non. On va parler donc de mapping vidéo. Avant de commencer à parler de ton expérience, est-ce que tu peux nous définir un peu le mapping ou comment toi tu l'as perçu justement en le découvrant avec cette semaine? Le mapping vidéo, il me semble que c'est une technologie multimédia qui consiste à projeter des images sur des volumes pour leur apporter du relief ou un aspect un peu 3D, je dirais. C'est carrément ça. Ouais. Et c'est beaucoup utilisé notamment sur des façades architecturales comme des églises ou même des mairies. Et il me semble qu'il y a aussi des événements autour du mapping vidéo, comme moi j'y étais allée à un événement qui s'appelle le Puy des Lumières au Puy-en-Velay, Ok. et où ils vont projeter donc plusieurs projections mapping vidéo sur je dirais les monuments iconiques de la ville. Ok. Donc voilà. Donc, juste pour contextualiser un peu, sur la première semaine, les étudiants, ils ont créé les cubes sur lesquels ça a été projeté les vidéos. Et donc toi, tu fais partie de la deuxième semaine. Ouais. Donc, comme justement le Rachel l'expliquait à l'instant, c'est une vidéo qui est projetée sur une surface. Et là, en l'occurrence, nos surfaces pour cet atelier, c'était 7 cubes qui étaient placés les uns sur les autres. On va le voir d'ailleurs sur la vidéo qui va être diffusée. Est-ce que tu peux du coup parler du déroulé de cet atelier étape par étape?
Les premiers jours, il a fallu faire un storyboard sur papier de l'animation qu'on voulait projeter donc, sur les cubes. Et il a fallu trouver 3 idées, donc une en noir et blanc, qui allait l'être en 2D, enfin qu'on allait créer en tout cas en 2D. Ouais. Une donc en volume, qu'on allait créer grâce à un logiciel qui s'appelle Blender, qu'on peut voir ici. On y reviendra pas après. Ok. Une en couleur. Ok. T'as parlé de storyboard. Pour des gens qui pourraient peut-être pas connaître, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est un storyboard? Oui, un storyboard, c'est un espèce de croquis qui va expliquer tout le déroulement d'un processus, enfin, oui, d'une espèce de vidéo qu'on veut mettre en place ou d'un projet. Et du coup, on l'explique étape par étape sur une planche. Ok. Donc comme tu as dit, il y avait 3 animations à produire. On va peut-être s'attarder sur animation par animation. Tu veux parler de laquelle en premier? Du coup, celle que j'ai faite en premier, c'est celle en volume. Ok. Et j'ai énormément appris avec celle en volume. Ok. Et Donc, qui était sur Blender. Ouais, c'est ça. Tu peux parler un peu de Blender rapidement? Comment tu l'as découvert toute cette semaine? Blender, du coup, c'est un logiciel d'animation en 3D, je dirais. Tu fais pas que de l'animation, mais ouais. Oui, ouais. C'est Et vachement bien. du coup, moi, je connaissais pas du tout ce logiciel avant le workshop. Et j'ai adoré. Étonnamment, j'ai adoré. Et j'ai beaucoup appris. Après, c'est vrai que au début, il y a beaucoup de commandes à mémoriser, mais ça se fait instinctivement, en fait, au fur et à mesure. Et donc, ouais, toi, tu as réalisé le storyboard que tu avais fait en croquis. Tu l'as ensuite réalisé sur Blender, Ouais, ça c'est ça. Et tu l'as animé sur Blender. Donc. Oui, ouais, c'est ça. Ok. Donc, tu peux peut-être parler de ta deuxième animation maintenant? La deuxième animation, c'était celle en noir et blanc. Ça a été la plus simple à faire. Et c'était sur After Effects, celle-là. After Effects, c'est un logiciel qu'on a quand même utilisé cette année. Donc, Ouais, t'étais pas perdu. Oui, tu c'est ça, exactement. Okay. Juste pour expliquer un peu justement sur cette idée d'animation en noir et blanc, contrairement à l'autre animation, tu as travaillé juste une seule face. Oui, ouais, c'est ça. Qui a ensuite été projetée sur les différentes faces. Exactement. Du cube. Donc là, par exemple, ça c'était l'animation en noir et blanc, mais qui a été faite sur Blender, il me semble. Mais globalement, il faut imaginer que c'est une face qui est juste répétée sur toutes les faces du cube. Et ça, par exemple, c'était une animation sur Blender, où on a un cube qui se décompose au fur et à mesure. Celle-ci aussi, par exemple. Est-ce que tu peux parler maintenant de ta troisième animation? Oui, ma troisième animation, donc il a fallu utiliser pareil After Effects, pardon. Et donc on a dû rajouter un effet saber. Là, justement, c'était ton storyboard. Ouais, exactement. Un effet saber pour ajouter comme un effet de néon ou même de flamme. Et c'est celui que j'ai pas vraiment réussi parce que je m'y suis un peu mal prise dans les calques, etc. Et donc j'ai pas pu le terminer. Okay. Mais pareil, c'était pas si compliqué, mais c'était très long parce qu'en fait on prend chaque arête une par une. Donc là, par exemple, ce qu'on voit, c'est l'animation justement des arêtes. Ouais. Okay. Ouais. Ok. Donc parmi ces 3 animations, c'est laquelle qui t'a le plus intéressé? C'est quelle technique que t'as préférée justement pour le mapping? Du coup, ce sera celle en volume. Enfin, ça a été celle en volume parce que déjà, j'ai découvert un nouveau logiciel, donc forcément, j'étais très intéressée. Et je trouve que c'était vraiment une façon de créer que j'avais jamais connue. C'était ludique et puis c'était très intéressant. C'était vraiment quelque chose de nouveau. Ok. Et donc toi qui veux faire archi un peu, est-ce que tu as pu tirer quelque chose qui te semble important pour l'architecture d'intérieur, dans cet atelier, que ce soit sur par exemple la 3D ou même le storyboard, des choses comme ça? Ah oui, évidemment, parce que tout au long de l'année, j'avais pas du tout créé en relief, en 3D. Et du coup, évidemment, ça m'a appris beaucoup sur la 3D, sur l'animation 3D. Ok. Donc là, en fait, comme vous avez
pu peut-être vous en rendre compte, en fait, le but de ces ateliers, c'est de toucher un peu à des techniques, des outils qu'on n'aurait pas l'occasion, enfin, auxquels on ne toucherait pas habituellement. Et aussi, le but, c'était un peu de mélanger les différentes disciplines pour éviter qu'on ait un atelier qui soit, par exemple, purement architecture d'intérieur, ou purement direction artistique, ou purement game design. Et le but, c'était un peu de mixer tout ça. Donc là, sur ces 2 semaines d'atelier, si par exemple, tu devais faire un autre atelier que tu n'as pas pu faire, ça serait lequel ? J'ai trouvé Quel autre atelier t'aurait intéressé ? Ouais, le workshop, je sais pas comment il s'appelle, mais c'était celui avec Julien et Laura. Donc, Ouais, c'est ça. Où ils devaient prendre des façades de Poitiers et aussi d'autres bâtiments qui se trouvent pas à Poitiers et les assembler pour faire des bâtiments atypiques et après les reproduire. Justement, c'est juste ici. Ça tombe bien que t'en parles, on aura une étudiante après qui en parlera justement. Non mais continue. Mais juste les reproduire au feutre fin. Et je trouvais ça quand même intéressant et même c'était très, très joli à regarder après. Parce que ça s'aligne aussi avec ton envie de faire de l'architecture d'intérieur. Complètement. Ok, super. Et dernière question, après on va partir en pause. Si tu devais refaire ces 2 ateliers différemment, t'aurais changé quoi toi ? Alors par rapport aux jeux de société, pas grand chose parce que on m'a donné comme poste de faire la charte graphique de ce jeu et c'est totalement ce que je voulais faire. Donc oui, juste après peut-être m'y prendre, mieux gérer mon temps parce que Titouan a dû m'aider, un camarade, a dû m'aider pour terminer et finaliser et du coup ça se voit que c'est pas les mêmes univers niveau illustration. Et juste pour le mapping vidéo, peut-être penser à moins grand. Enfin, je veux dire par exemple pour le cube en couleur, j'avais peut-être j'ai pris trop de temps pour faire et puis au final j'ai pas pu le terminer. Donc, pour ton animation d'arrêt, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok. Écoute Rachel, moi c'est bon, t'as un petit mot à dire ou... Non, pas vraiment. Merci beaucoup d'être passé. Merci. Et puis on vous reprend dans une dizaine de minutes à peu près pour parler des autres ateliers. Merci beaucoup. Rebonjour. Donc aujourd'hui, plutôt maintenant, je suis avec Emma. Ouais. Emma, je vais te laisser te présenter d'abord. Je regarde la caméra directement ou... Tu peux regarder la caméra. Ok. Du coup, bonjour, je m'appelle Emma, je suis en première année en école de design. Et donc là, on va parler de petits projets qu'on a fait dans l'année. Je sais pas si je commence... Tu peux d'abord parler de ton année avant de parler de toi. Ouais. En soi, la première année, sachant que c'est un tronc commun, j'ai touché à beaucoup de choses. C'est aller un peu du virtuel, j'ai envie de dire, au physique, sachant qu'on a travaillé sur des logiciels, des choses comme ça, et puis après plus sur du papier, des choses plus physiques. Donc en soi, je trouve ça super intéressant. Moi, à la base, je suis plus intéressée avec le côté logiciel, justement, programmation, enfin, ces choses-là, montage. Mais je trouve que c'est super intéressant d'aborder ça, du coup, en technique, physique, parce que ça permet les deux se rejoignent, je trouve, d'une certaine façon. Sachant que, par exemple, quand on fait des montages sur Photoshop, si on n'a pas appris à appréhender les ombres d'un côté de façon manuelle, les rendus sont un peu chelous. Du coup, moi je trouve que c'était une très bonne année qui a su lier beaucoup de choses et qui était vraiment importante pour avoir des résultats. Ce que tu fais, c'est un peu la pratique digitale. Ouais, c'est ça. Je préfère ça, ouais. J'imagine, du coup, l'année prochaine, tu voudrais faire la direction artistique. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que je m'intéresse en vrai un peu de loin quand même, mais à tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux, voir comment les gens arrivent à vendre des produits avec un visuel. Enfin, en fait, je trouve que savoir représenter par le visuel ce que pensent les gens, etc., je trouve ça super intéressant et je trouve que la com, c'est un peu ça. Enfin, tout ce qui va être communication, je trouve que ça lie un peu ça. Et puis même le fait d'attirer les gens avec des couleurs. Enfin, après, ça c'est quand même vague de dire ça comme ça. Mais voilà. Et puis, sachant que j'aimerais bien essayer de me rapprocher du milieu de la musique, essayer de voir comment c'est possible de mettre un artiste en avant avec des visuels, des choses comme ça. Du coup, voilà. Ouais, donc tu as déjà une idée précise. Oui, pour l'instant, oui, parce que
Bah, quand je suis venue, je voulais quand même avoir un but, parce que je me suis dit, bon, c'est bien beau d'aimer la com, etc. Mais vu qu'à côté, je m'intéressais un peu tout ça, à ce milieu du rap, même si après, la musique, c'est bien plus large que ça, je me suis dit, tant qu'à faire, autant lier c'est pas une passion, mais lier en tout cas cet intérêt que je peux porter à ce domaine. voilà, c'est ça, merci. Et puis avec un métier comme ça qui m'intéresse aussi, qui lie l'artistique aussi en fait. Les deux c'est l'art, mais d'une façon un peu différente. Donc, Ok. voilà. Donc quand tu es arrivé en première année, tu avais déjà une idée que tu voulais faire de la direction artistique. Ouais. Ok, nickel. Superbe introduction. On va peut-être passer aux ateliers maintenant. Oui. Donc le premier atelier que toi tu as fait, c'est l'atelier Figma. Oui. Est-ce que, avant de parler un peu de l'atelier, tu peux parler de Figma en soi, ce que c'est et pourquoi ça... De base, c'est pas un truc pour faire du jeu. Est-ce que tu peux parler un peu de ça? Je sais pas, j'ai un peu de mal à expliquer Figma parce que je pense que déjà dans la vie avant, j'avais jamais été amenée à utiliser ce type de logiciel. Okay. Tu l'as découvert avec l'atelier? Je l'ai découvert avec l'atelier et ensuite du coup on a fait une semaine là où on a appris à utiliser le logiciel pour les jurys de fin d'année. Mais du coup on va dire que j'ai plutôt appris quand même après. Parce que là c'était Charles qui s'occupait de la technique et tout. Ok. Donc Figma c'est un outil de maquettage de site. Tu fais des maquettes de sites web en gros. Mais il y a aussi un outil FigJam de prise de notes commun. En fait c'est une sorte d'espace commun pour les collaborateurs dans le projet. Mais de base, c'est pas du tout un truc pour faire des jeux vidéo. Ouais, c'est ça. C'est carrément pour faire du coup de l'organisation, de la maquette de site. Et vous avez réalisé un jeu vidéo dessus. Ouais. Est-ce que tu peux parler un peu des différentes étapes du projet et comment vous avez réussi à faire un jeu sur Figma justement? Du coup, à la base, forcément, il y a eu le workshop, etc. Et donc, le projet, c'était de réaliser un jeu vidéo en point and click. Du coup, ce qui facilite un peu la tâche. Point and click, c'est quoi? C'est le fait de pointer quelque chose avec le pointeur, la souris, et de cliquer pour avancer ou de faire des actions quelconques. Et du coup, en fait, ça justifie un peu l'utilisation de Figma parce que Figma, ça permet de faire ça, juste de cliquer quelque part et ça va donner, du coup, c'est des frames mais qui vont apparaître, etc. Et ça donne cette illusion d'avancer dans un décor. Mais du coup, nous, au début, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de comprendre déjà le thème qu'on voulait donner à notre jeu et savoir si c'était un jeu d'horreur ou même un truc contemporain, comment ça allait se dérouler. Du coup, au final, c'était jeu d'horreur. Je trouve que c'est un peu des trucs comme ça qui apparaissent. Mais donc, voilà. Donc, et puis. La sélection du thème, un peu voilà, c'est ça. Ça s'est fait en équipe, ça fait comment? Ouais, ça s'est fait en équipe. Non, en vrai, on donnait des petites idées, comment ça allait se passer. Parce qu'on savait pas du tout. On s'est dit, ok, on va faire un jeu vidéo. On fait quoi? J'ai léché le micro. T'inquiète pas. On fait quoi? Et du coup, il y en a qui ont un peu parlé des backrooms. Et donc, en fait, on s'est dit, on va essayer de faire un truc où il faut s'échapper d'un endroit où on ne sait pas pourquoi on est là. Voilà. Alors, on va peut-être pouvoir mettre la vidéo justement. Comme ça, tu pourras commenter par-dessus si besoin. Donc une fois le thème choisi, on parlera un peu de la plateforme après. Le deuxième outil que vous avez utilisé, Magica Voxel, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Du coup, c'est un logiciel qui permet de faire du voxel. Donc ça lie le volume et le pixel. En vrai, en comparaison, on peut comparer ça à Minecraft, mais moi je préfère comparer ça à Cube World. Je sais pas si tu vois le... À l'ancienne. Ouais, j'adore ce jeu. J'y jouais quand j'étais toute petite, mais bref. Et du coup, ça permet de donner des visuels un peu... je trouve ça assez sympa parce qu'à côté, c'est réaliste, mais en même temps, il y a ce côté jeu vidéo vraiment... les codes du jeu vidéo. Voilà, c'est ça. Tout a été fait en termes de visuel sur Magica Voxel? Oui, à part certains plans, par exemple, s'il y a une lettre, etc., là, ça va plus être fait sur Illustrator, des choses comme ça, pour avoir aussi des images, on va dire, un peu plus, illustration. Ok. Est-ce que c'est possible de mettre en pause là? Justement là c'est Figma, on est d'accord? Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu les différentes cases entre guillemets qu'on voit, les différentes flèches et tout ça, comment ça marche? Donc en fait ça va fonctionner par frame, donc par image. Et donc c'est nous qui allons devoir faire des renders, donc chaque plan on va devoir si on est dans un couloir par exemple, il faut prendre on doit prendre une capture d'écran, on va dire, de notre avancée dans le couloir à chaque fois. Et donc avec Figma, donc on importe ça dans le logiciel et on peut avancer dedans en utilisant le fait de certaines touches avec les liens.
Donc les C'est liens, pas très les clair. Ouais, différentes voilà, flèches qu'on voit. les liens, c'est les flèches. Et les cases, en fait, c'est les frames dont tu Voilà, parles. c'est ça, c'est les frames. Donc- Enfin, c'est les images que nous, on a prises après avoir fait tout le décor, etc. Et qui permettent de donner l'illusion aux joueurs d'avancer dans le jeu, même si c'est des images qui sont Là, par déjà... exemple, les cases qu'on voit sur la gauche Ouais. qui s'alignent vers le haut, en fait, c'est chaque avancée du couloir. Entre Voilà, guillemets, c'est dans ça. un couloir. C'est ça. Donc, en fait, il y a dû avoir un nombre de rendus Ouais. faramineux. En fait, ça dépend des salles. Je sais qu'il y en a qui... Louise, par exemple, qui a fait un labyrinthe. Du coup, elle doit prendre plein de possibilités en compte, de se dire que le joueur il va aller à droite, etc. Moi, je sais que j'ai pas fait la salle la plus simple parce que je me suis amusée à faire un bureau avec plein d'allées, etc. Et je voulais quand même que le joueur puisse un peu se déplacer, que ce soit pas juste aller tout droit et se dire ok, je peux regarder à gauche, à droite. Du coup, c'était assez long de faire en sorte qu'il puisse aller à gauche, à droite, ensuite revenir en arrière. Donc ouais, il y a pas mal de renders à faire, mais ça va en soi, si le PC est bien... Et du coup, une fois que ces différents rendus ils ont été faits, comment ça s'est passé à l'assemblage? En soi, c'est Charles qui s'en est chargé. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Donc, en soi, nous, on n'a pas trop touché à ça. Je sais que pour l'aider, l'aider, en fait, je pense qu'il n'avait pas vraiment besoin d'aide, mais c'était parce que j'avais tellement de photos, de captures que voilà. On essaye en fait de vraiment dire, ok, donc là, avec cette image, ça veut dire que le joueur doit, en appuyant par exemple sur Z, vu que c'était en ZQR, ça arrive à cette image, etc. Et du coup, en fait, c'est assez long parce qu'il faut être sûr que le joueur pourra vraiment, que ce sera cohérent en fait au niveau voilà, c'est ça. Mais sinon, en soi, une fois que toutes les captures sont faites, il y a juste à poser au bon endroit, etc. C'est juste que on peut se perdre, mais sinon ça va quand même. En fait, chaque flèche, chaque Ouais. lien en fait est configurable. Ouais. Et tu peux dire en cliquant, tu passes à cette image-là. Ouais. Comment il y a eu la transition sur l'image, des choses comme ça. C'est des Voilà, c'est paramètres ça. C'est vous que vous définissez, c'est des paramètres que vous définissez. Ouais, exactement. Il y a quelqu'un qui demande dans le chat comment jouer au jeu, c'est une excellente question. C'est super, ça permet d'aborder Pocket Dimension. Ouais. Est-ce que tu peux parler un peu de Pocket Dimension en tant qu'ensemble? C'est le nom de l'atelier, Ouais. mais c'est pas juste le jeu en soi, c'est plus grand que ça. Est-ce que tu peux parler de la plateforme Pocket Dimension? En soi, si j'ai bien compris, c'est là où sont réunis un peu tous les jeux qu'on a fait, qui ont été faits dans l'école pendant les workshops. De cet atelier. Voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, à chaque fois ils sont en voxel, si je dis pas de bêtises. Et voilà, c'est ça. Ils sont tous sur Figma. En revenant au début, comme on l'avait vu avant, Pocket Dimension, en fait, c'est une plateforme Figma, c'est une maquette Figma, Ouais. donc, qui est accessible depuis notre site internet. Super. Depuis notre site internet, là, vous avez le petit menu actualité, et sur ce post-là, vous avez le lien qui vous amène directement sur la version jouable de Pocket Dimension. Ouais. Vous pouvez aussi, je crois, le trouver sur un post Facebook, mais sinon depuis le site, c'est très bien. Et voilà, donc là vous arrivez au hub entre guillemets, donc à la zone générale de Pocket Dimension. Et en cliquant donc sur jouer, vous avez les 4 jeux qui ont été réalisés dans le cadre de cet atelier à des périodes différentes. Voilà, c'est ça. Donc là cette année, les 2 derniers, c'est toi tu as participé à auquel? My Friend Ben, du coup. Donc le 3e. Ouais. Et la semaine d'après, c'était Keops qui a été réalisé. Et je crois que les 2 premiers ont été faits l'année dernière. Ouais, Donc ça permet aussi de voir un peu les différents groupes, comment ils ont conceptualisé le jeu à chaque fois. Ouais. Donc là on arrive sur le jeu. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire peut-être aussi? C'est un élément important quand même. Oui, du coup, pour l'histoire, à la base, c'était même assez vague pour nous. On savait qu'on voulait que le joueur se retrouve enfermé un peu dans cet espace où ça change, c'est un peu particulier. Et nous-mêmes, on savait pas comment le joueur pourquoi le joueur était là. Mais du coup, on va dire que le principe, ce serait d'essayer de comprendre comment on est arrivé ici et essayer de sortir en fait de toutes ces pièces. Et oui, du coup, il y a un timer. Et quand on ne bouge pas, il me semble pendant 10 secondes, parce qu'on a un peu bougé à chaque fois, parce que c'était un peu trop court des fois, on est rattrapé par un monstre. Okay. Donc en fait, c'est pour qu'à la fin, le joueur finisse le jeu en speedrun et retienne toutes les informations. Pour l'anecdote, je n'ai jamais fini ce jeu. Et je pense que personne,
si, il y a quand même une fille de mon groupe celle qui a participé aussi, qui a fini le jeu. Mais sinon, personne pour l'instant n'a fini le jeu. Du coup, J'ai eu l'occasion de le finir. Ah ouais, Ouais. Donc ça veut dire Mais que t'as vu ma salle J'ai vu la salle et donc t'as finale, réussi à avoir le ouais. code et tout. Bah après j'ai eu l'aide de Charles, mais ouais, le Ah jeu était oui. fini. Mais j'ai pas fait le deuxième par contre. Ouais, moi non Et, plus. J'ai même pas pu le voir. Le tester encore. Ouais, Bah, c'est je l'occasion suis un sur peu triste. 4 dimensions, Ouais. comme vous avez vu depuis le site. Je pense qu'on a plus ou moins parlé un peu de tout dans l'atelier, Ouais. sauf d'un dernier truc Oui. qui va être abordé maintenant. L'ambiance lors de la présentation. Ouais. On l'a vu un peu sur la vidéo, il y a des moments où on a des espèces de notes avec des trucs bizarres écrits c'est dessus et tout ça. C'est peut-être anecdotique pour certains, mais ça me paraît être un élément important quand même de la narration. Ouais, c'est vrai. Comment vous avez géré justement cette ambiance pour la présentation ? Bah, en soi, on s'est dit qu'on voulait que le joueur, en plus d'être plongé dans un univers au niveau virtuel, soit vraiment plongé dans un univers, mais là au niveau sensoriel, lui, physique. Et du coup, bah, on s'est dit qu'on allait essayer de prendre certains éléments du jeu pour essayer de le mettre un peu là où le joueur allait jouer, vu que c'était à la fin de la semaine, tout le monde pouvait venir tester le jeu, etc. Du coup, ouais, on a essayé de prendre des éléments, des petits indices. En fait, je pense qu'une fois qu'on a fini le jeu, on voit ce qui est sur les murs, on peut comprendre, etc. Parce que voilà, il y a des petits chiffres, des choses comme ça. Mais ouais, c'était simplement pour que en fait, quand le joueur arrive, ils disent ok, là je vais jouer à un jeu un peu spécial, il va falloir que je trouve des indices, il va falloir que je comprenne. Ça m'a l'air un peu louche. Et du coup, ouais, c'était pour ça qu'on a fait ça et c'était sympa. Donc en fait, ça s'aligne un peu avec la com qui t'intéressait. Ouais. Cette façon de mettre en avant un produit. Ouais, c'est vrai. Bon, après, moi, j'avoue que j'étais tellement. Enfin, j'ai galéré à faire ma salle parce que je pense que je suis allée j'ai un peu trop abusé. Du coup, pour la fin, à ce niveau-là, moi, j'étais pas trop présente. Enfin, je me suis pas trop occupée de ça. T'étais encore sur le développement. Ouais, voilà, c'est ça. J'étais encore là à faire des renders, à être là en mode ouais, il faut que ça se passe comme ça. Okay. Du coup, mais oui, sinon, ouais, c'est vrai que ça rentre dans un peu le cadre. Donc, là, si vous voulez venir tester le jeu aussi à l'école, n'hésitez pas, les journées portes ouvertes, c'est de là ce matin jusqu'à midi, et puis après on ouvre à 14h jusqu'à 16h. Et justement, on a une salle qui est dédiée au jeu de Pocket Dimension, que ce soit Keops ou My Friend Ben. Et si tu as tout dit sur ton atelier, on va peut-être passer au deuxième. Ouais. Donc, cette deuxième semaine d'atelier, toi, tu avais fait j'ai fait Main Street, ouais, c'est ça. On va peut-être pouvoir mettre la vidéo dans le fond. Est-ce que tu peux parler un peu du concept, d'abord étape par étape, et le concept de l'atelier? En soi, déjà moi au début je savais pas du tout ce que c'était Main Street. Je suis allée dans l'atelier, j'étais en mode comme ça à l'aveugle. Et du coup la Main Street, je sais pas si du coup on sait, c'est l'allée principale déjà juste en traduction. Et du coup la rue principale. Et on voit ça un peu chez Walt Disney par exemple, au truc là. Disneyland. Du coup, une rue où les bâtiments vont être. Chaque étage va être un peu une époque différente, des choses un peu comme ça. Et du coup, nous, c'est un peu ce qu'on a voulu faire, mais en reprenant des bâtiments de Poitiers et d'autres villes. Mais au moins un bâtiment de Poitiers. Et du coup, en soi, le projet, il a commencé simplement par une visite de Poitiers, prendre des photos, essayer de trouver des architectures un peu particulières qui seraient intéressantes à dessiner. Et puis après, on est passé directement... Enfin, moi, malheureusement, j'ai loupé une séance, une journée. Du coup, il y avait la partie croquis, histoire d'être sûr un peu, voilà. Il y a eu aussi l'assemblage sur Photoshop avant ça, c'est vrai. Ah oui, donc chaque voilà, étage, c'est ça. Chaque étage a d'abord été assemblé sur Photoshop pour avoir un visuel en couleur et du coup plus photo. Et puis après, du coup, les croquis. Et ensuite le passage à l'encre qu'on voit à l'écran là. Et du coup, c'est un peu compliqué, c'est un peu long. Parce que sachant qu'il faut représenter... on a utilisé la technique de la hachure pour certains éléments. Du coup, il faut savoir représenter les ombres, les reliefs, etc. Avec de la hachure, c'est pas forcément très simple parce que il faut nuancer, mais avec des traits, quoi. Donc c'est pas comme quand on colorie. On ombre juste, on appuie plus fort sur le crayon ou moins fort. Du coup, là, c'est un peu plus technique. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que justement pour cette phase d'étape de recherche entre guillemets, donc quand vous avez fait le montage des différents étages, on est d'accord qu'il y a des bâtiments de Poitiers et d'autres qui ne sont pas de Poitiers. Ouais. Est-ce que vous cherchiez une cohérence entre les bâtiments ou alors le but c'était d'avoir quelque chose vraiment irréaliste entre guillemets avec des bâtiments qui ne correspondent pas du tout ensemble? En soi, je sais pas s'il y avait un côté irréaliste, mais plus en tout cas d'essayer de montrer,
Parce qu'en fait, si chaque étage se ressemble, on voit plus la différence en fait entre les styles ou les époques. Du coup, je pense que le but c'était vraiment d'essayer de trouver des bâtiments avec des architectures très différentes, venant d'époques différentes, pour montrer vraiment la transition, enfin, qui est justement que ce soit bien marqué. Et oui, essayer de faire un truc un peu quand même qu'on voit pas tous les jours. Enfin, ça, dans la rue, il n'y a pas ce type de bâtiment. Donc ouais, un peu irréaliste, mais c'était pas le but non plus de faire quelque chose qui ressemble à un truc très bizarre. Ouais, mais je comprends, carrément. Okay. Et dans la période, enfin dans l'étape encore avant, donc quand vous êtes allé quand vous êtes baladé dans les rues de Poitiers, est-ce que vous aviez déjà, enfin ouais, par exemple toi, est-ce que tu avais déjà une idée en tête de ce que tu voulais faire? Non. Ou tu t'es dit je vais prendre n'importe quel bâtiment, ça va me servir? Bah oui, en soi j'ai essayé de prendre des bâtiments, plusieurs bâtiments pour avoir le choix. Et puis sachant que niveau dessin d'architecture, je suis très loin. J'ai essayé un peu de prendre des trucs où je me disais ok, là ça va être assez facile, il n'y a que des fenêtres et des pierres. Au final c'était quand même compliqué, donc voilà. Mais ouais, non, c'était simplement, j'ai pris des photos, je me suis dit ok, ça a fait un petit style, c'est pas non plus juste une façade avec juste des fenêtres posées comme ça, il y a un peu de relief, il y a des pierres et tout. Mais donc ouais, j'ai pris plusieurs photos, j'avais pas d'idée en tête de ce que je voulais faire ou quoi que ce soit, c'était... Ok. Et après, une fois que tout était fini, que tout était ancré, tous les bâtiments étaient mis côte à côte pour justement former. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, initialement, le sujet principal de l'atelier, c'est l'architecture dans la filière de l'école en tout cas. Donc, c'est pas ce que tu veux faire. Est-ce que tu en as quand même tiré quelque chose d'intéressant de cet atelier ou quelque chose qui t'a plu? En soi, je pourrais dire que ça m'a plu dans le sens où c'est du dessin, etc. Donc c'est toujours agréable. Mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal avec la représentation de bâtiments, etc. Enfin, je trouve ça pas assez vivant. Du coup, donc voilà, en fait, si je pense que c'est la patience que j'ai appris dans cet atelier. Et puis, les hachures, etc. Mais sinon... la façon dont ça a été amené, moi, ça m'a pas apporté grand-chose. En tout cas, ça m'a pas donné plus envie de m'intéresser à l'architecture. Mais je sais que ceux qui veulent aller en architecture ont vraiment, kiffé. Mais après, c'est aussi ça les ateliers. C'est justement voir ce qui te plaît, mais ça peut être aussi voir ce qui te plaît moins, voir les sujets sur lesquels tu as envie de te pencher, etc. Écoute, merci beaucoup pour ces deux présentations. Si tu devais faire un atelier que tu n'as pas eu l'occasion de faire, ce serait lequel? Ce serait le truc avec Blender, là, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, voilà, c'est ça, parce que déjà c'est logiciel. Et puis même, je vois des gens des fois sur les réseaux ou même ailleurs qui font des projets avec Blender et je trouve ça super intéressant. Du coup, j'aurais bien aimé apprendre à utiliser le logiciel, mais je vais regarder des tutos. Voilà. Il faut, et ça tombe bien parce que c'est l'atelier que Rachel a présenté juste avant toi, donc comme ça. Les spectateurs ont déjà une idée un peu de quoi ça parle. Et dernière question, sur ces deux ateliers, enfin un atelier par atelier, s'il y avait une chose que tu ferais différemment, ça serait quoi? En soi, sur Pocket Dimension, je sais pas, parce qu'en soi j'aime bien, ça peut faire un peu narcissique de dire ça, mais j'aime bien quand même le rendu, ce que j'ai pu faire avec ma salle et tout, l'univers que j'ai créé, même si ça m'a pris du temps. Du coup, je dirais pas de faire quelque chose de plus simple parce que le rendu aurait pas été le même. Mais voilà, peut-être un peu moins me compliquer la tâche, etc. Et après, Main Street, je sais pas, je me serais couchée plus tôt, je serais venue avec le sourire et peut-être que ce serait... voilà. Ok, l'attitude. Voilà, c'est ça. Carrément. Écoute, Emma, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, je vous retrouve juste après, dans 5-10 minutes, pour vous faire un petit tour des JPO. Merci. Eh bien, rebonjour et bienvenue pour cette dernière partie de live qu'on appelle le JPO Tour. C'est-à-dire si vous n'avez pas eu la chance ou que vous n'avez toujours pas la chance de passer à l'école aujourd'hui, on vous a préparé une petite vidéo dans laquelle on vous montre un peu l'envers du décor et vous pouvez voir plus en détail les différents travaux exposés par nos étudiants. Comme je l'ai expliqué en début de live tout à l'heure, le focus principal de ces JPO, c'était les travaux de fin d'année.
donc les workshops, différents projets, etc. Qui d'ailleurs pour la plupart ont été présentés au jury finaux de nos étudiants de B1. Donc là on va mettre une petite vidéo qui montre ces différents travaux en fait, qui vous montrent les JPE comme si vous y étiez, pardon. Et puis après je m'attarderai sur chaque projet. Donc là, bam, vous arrivez à l'entrée, c'est Giuseppe qui filme. Sur la gauche, hop, je vais te laisser mettre pause. Tout premier travail de l'atelier qu'on présente, qui est l'atelier qui s'appelle Bow Window, qui consistait en fait à réaliser un environnement en carton sur la vitrine principale de l'école, enfin derrière la vitrine principale de l'école. Donc sur ces 2 semaines d'atelier, le premier groupe avait réalisé un intérieur d'avion dans lequel en fait, on avait les sièges sur notre côté gauche et notre côté droit quand on rentrait dedans, et comme si on était dans un avion en carton. Et là le deuxième se concentrait plus sur l'univers de la musique, et il représente une scène de concert comme on peut le voir, avec les différents outils de la régie. On a sur scène des instruments, là on voit des petites maracas sur le socle du micro en bas, et du coup la petite maquette préparatoire qui permettait un peu aux étudiants de voir les différentes productions en carton qu'ils allaient devoir réaliser. Donc ça c'était le premier atelier, c'est celui quand vous arrivez à l'école, c'est le premier que vous voyez, hein. De toute façon vous ne pouvez pas le louper celui-là. Ensuite, pas un atelier mais plus des projets de milieu d'année. Malodia, qui est un jeu qui a 2 ans maintenant je crois, qui est réalisé par des étudiants en game design, Game Art. Pour vous expliquer rapidement l'histoire du jeu, on incarne un médecin de la peste qui se balade dans un Limoges, Nantes, autour, je sais plus, c'est une ville française médiévale, enfin la version médiévale d'une ville française, je crois que c'est Limoges, mais je n'ai pas envie de dire de bêtises. Et le but c'est de trouver différents ingrédients, je crois qu'il y a des plantes à trouver, etc. pour tout simplement créer un remède contre cette peste. Donc c'est un projet qui a 2 années, comme je l'expliquais. En fait, on a 2 promotions d'étudiants en game qui ont travaillé dessus. Et là, c'est la version la plus récente qui est sur Unreal. Initialement, le jeu était réalisé sur Unity, mais là, il a été passé sur Unreal 5, je crois, ou 4, Unreal Engine, qui est un éditeur de jeu, et le rendu est vraiment impressionnant. Là, c'est des étudiants. Donc, quand ils ont commencé, c'était en 2e année. Et là, ils ont fini cette version-là en 3e année. C'était leur dernier projet d'études. Donc là, une de nos 2 mascottes principales de l'école. On a Bob, le chien que vous pouvez voir à droite à gauche sur les lives, tout blanc. Et notre 2e mascotte, c'est Fernand, notre presse typographique, qui a plus d'1 siècle, il me semble. C'est un outil d'impression typographique sur lequel vous voyez, on voit des caractères typo, et ils passent sous cette espèce de roue, et ça imprime sur le papier tout simplement, avec de l'encre bien sûr. C'est un outil qu'on a l'occasion d'utiliser, que les étudiants ont l'occasion d'utiliser à certains moments, selon le projet qu'ils entreprennent. Là, un autre atelier en carton, mais pas de cette année, pas de ce mois passé. C'est un atelier de Worktober, pour vous expliquer rapidement. Chaque octobre, pendant 2 semaines je crois, ou 1 semaine, je sais plus, mais il y a une partie d'atelier où les différentes classes sont mélangées. Donc là, il y a des étudiants de B1, de B2 et de B3 qui ont travaillé sur cette maquette de vaisseau spatial. Et le but, en fait, c'est de créer un vaisseau dans lequel, en fait, on imaginait les différentes salles, les différents compartiments, les différents modules du vaisseau, pour donner un peu une crédibilité, une histoire au vaisseau. Donc le vaisseau s'appelle le Français. Et la petite vanne, c'était que du coup, initialement, ils voulaient l'appeler Francis. Mais du coup, allez, ils ont remplacé le 6 par le 7. Une blague à la Guillaume Chiron, comme on n'en fait plus. Mais le résultat est impressionnant. Je vous encourage à venir à l'école d'ailleurs pour les différents travaux. Mais rien que cette maquette est bien plus parlante quand on la voit physiquement. Elle est relativement impressionnante, et puis c'est toujours mieux de toute façon de voir les travaux en vrai. Là, un autre projet de B1, cette fois uniquement d'étudiants en B1,
dans lequel il devait réaliser des couvertures de vinyle. Initialement, le projet a commencé en leur faisant écouter des musiques qu'ils ne connaissaient pas du tout. Chaque étudiant avait une musique qui lui était attribuée et il découvrait complètement la musique. Je crois qu'il avait ni le titre ni le nom de l'artiste ou du groupe. Et au fur et à mesure, en fait, ils ont dû créer une couverture d'album, enfin de pochette de vinyle. Et ils devaient donc représenter l'univers musical, ils devaient le représenter graphiquement. La technique qui a été utilisée pour l'impression, c'est la risographie, ça s'appelle. On a une imprimante en riso qui en fait permet d'avoir des couleurs très flashy comme on le voit à l'écran, qui pop énormément. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a la plupart des étudiants ont republié leurs travaux sur les réseaux. Et il y en a qui ont identifié les artistes. Et parmi ces artistes, il y en a pas mal, je crois, 4 ou 5, je crois, qui ont en fait répondu aux étudiants, leur envoyé un message en disant que le projet était cool et tout ça. Donc c'est un super projet. Et là, on le voit pas parce que c'est hors champ, mais sur la gauche, on a des petits QR codes qui sont attribués à chaque cover et en le scannant on a le... Ah super, ouais on les voit. On les voit à peine mais en gros on a des QR codes qui sont liés à chaque musique. Donc là pour le coup projet d'atelier de cette période, d'un atelier qui s'est déroulé je crois qu'il y a la semaine dernière il me semble celui-ci. C'est un atelier dont Rachel a pu parler précédemment sur live. C'est l'atelier de jeux de société en volume. Comme je vais éviter de tout réexpliquer comme elle l'a très bien fait, mais pour contextualiser rapidement, le but c'était de créer un jeu de plateau, un jeu de société en volume. La contrainte c'était qu'il y avait du volume, mais sinon ils n'avaient aucune contrainte et aucune indication concernant le thème du jeu, les mécaniques employées, la forme du plateau, etc. Donc ils ont réalisé un jeu de A à Z et on voit bien qu'on a deux jeux complètement différents, que ce soit en termes de direction artistique ou même de gameplay, tout simplement parce qu'en fait on a eu deux groupes d'étudiants différents. Le premier, donc celui qu'on peut voir à l'écran actuellement, se concentre sur c'est une mission de secours d'un alpiniste qui s'appelle Inex. Et le deuxième se concentre sur le monde animal dans la jungle. Et le but c'est de devenir le roi des animaux en atteignant la fin du parcours tout simplement. Et bien sûr en passant à l'école, encore une fois, je vous invite fortement à passer parce que en fait, ça vous permet tout simplement d'avoir une idée bien plus réelle et bien plus précise au fait de ce que les étudiants ont pu produire comme différents travaux. Et vous avez l'occasion donc, de tester ces jeux et d'y jouer. Et puis voilà. On avance. Donc oui, là c'était un projet de réalité augmentée, mais on va rapidement passer dessus parce que c'est pas le sujet principal. Un autre atelier, l'atelier dont Emma a parlé justement avant cette pause, Main Street, dans lequel les étudiants devaient d'abord se balader dans la rue de Poitiers, prendre des photos de différents bâtiments, différentes façades, faire des sortes de chimères de bâtiments dans lesquels ils mélangeaient un bout de façade de Poitiers et des façades du reste du monde qu'ils pouvaient chercher où ils voulaient. Une fois que ce montage a été fait, ils ont dû réaliser, ancrer, faire un dessin, une illustration en fait, de ces façades justement. Donc un travail de dessin architectural. Et après là en fait tous les bâtiments que vous voyez, un étudiant a fait un bâtiment. Et ils ont été mis côte à côte et ça nous donne cette grande fresque quasiment de différentes façades inexistantes, hein, parce que comme je l'ai dit précédemment, ce sont des mélanges, des chimères de bâtiments. Donc ça c'était aussi un atelier, un workshop récent qui s'est terminé la semaine dernière. Et comme pour les autres ateliers, c'était 2 semaines, donc les résultats ont été mélangés. Troisième atelier de ce mois passé, Pocket Dimension, dont Emma aussi parlait juste avant, qui est un atelier en fait, utilisant deux logiciels, Figma et Magica Voxel. Alors initialement Figma c'est un logiciel de maquette de site, c'est-à-dire que ça permet de faire des prototypes entre guillemets fonctionnels
et interactif de maquettes, de site internet. C'est-à-dire par exemple je veux faire un site pour une marque, je peux très bien imaginer faire un prototype d'abord sur Figma dans lequel on peut accéder aux différentes pages et tout ça. Et ensuite Magica Voxel c'est un logiciel de voxel. Le voxel c'est le mélange entre le volume et du pixel. En fait c'est plein de cubes qui sont utilisés pour faire des illustrations, même de l'animation, comme on le voit par exemple. Là, l'espèce d'intérieur de pyramide, il a été fait sur Magica Voxel. Et donc le but, c'était de créer un jeu sur Figma en utilisant Magica Voxel pour faire les rendus. Donc les étudiants ont fait des point and click, c'est-à-dire des jeux dans lesquels, au fait, il faut cliquer sur à différents endroits pour avancer. Un peu style énigme, les jeux sont très orientés sur la narration, sur la découverte de l'univers et des énigmes. Et il y a une plateforme qui s'appelle donc Pocket Dimension, qui est le nom de l'atelier, qui regroupe les 4 jeux des quatre équipes qui ont pu travailler dessus. Vous pouvez accéder sur notre site internet. Dans l'onglet Actualité, on a justement un article qui en parle. Et dans cet article, on a un lien vers le jeu, vers la plateforme en fait, qui permet d'y jouer. Et donc voilà, c'était un travaux de jeu, une réalisation de jeu vidéo sur un logiciel qui n'est pas du tout fait pour à la base. Comme je vous le dis, on a quelques spectateurs. Encore une fois, je le rappelle, n'hésitez pas à passer, ça nous fera plaisir. Et ça vous permet de voir plus en détail les différents travaux. Quatrième atelier, le mapping vidéo, un atelier auquel j'ai pu personnellement participer. Déjà pour expliquer rapidement, Rachel, notre première invitée, en avait parlé, mais je vais rapidement le réexpliquer. Avec des projecteurs, tout simplement, des projecteurs vidéo, on envoie sur des surfaces. Donc là, en l'occurrence, des cubes, mais ça peut être très bien de l'architecture, ça peut être des bâtiments, ça peut être n'importe quoi du coup, c'est une surface. On envoie des vidéos en fait, qui donnent des impressions, des effets de relief, d'animation, par exemple, assez comme on peut le voir là. Et les étudiants avaient réalisé différentes animations qui étaient projetées sur ces cubes. Donc là on voit que c'est une animation en noir et blanc et qui a été faite sur After Effects, mais il y avait aussi des animations qui ont été faites en 3D sur Blender. Et selon la technique utilisée, le type d'animation n'est pas le même. Ce qui fait qu'on a des projections très variées. Et puis surtout ça n'a pas du tout le même résultat vis-à-vis de nos yeux. C'est une technique qui joue beaucoup sur la perception visuelle. Donc si vous voulez passer le voir, il est actuellement en diffusion à quelques salles d'ici. On va continuer dans la visite. Donc ouais, là on a aussi une petite partie sur la filière direction artistique game design. Donc là l'atelier Main Street, on peut en parler. Et là on arrive à la salle des Master 2 en direction artistique, où on voit leurs différents projets. Alors on va pas s'attarder sur tous les projets, mais là on va parler de l'APSA, donc le projet que vous avez actuellement sous les yeux. L'APSA c'est alors j'ai pas envie de donner le mauvais titre, donc je vais plutôt expliquer ce que c'est. C'est une association, je crois que c'est en fait ça, c'est Association pour personnes sourdes aveugles, ou alors sourdes et sourdes aveugles. Et au fait, c'est donc comme son nom l'indique, une association qui lutte pour l'aide et les droits de personnes en situation de handicap, donc de cécité, je crois que ça s'appelle le fait d'être aveugle, ou alors le fait d'être sourd. Et les étudiants de Master 2 ont l'occasion de travailler en collaboration justement avec cette association. Et ils ont réalisé une typographie qui est dédiée justement aux personnes sourdes et sourdes aveugles, je crois. Pour les personnes concernées par l'APSA, pardon. Parce qu'en fait, ça peut paraître bête comme ça, mais forcément, ce genre de handicap apporte des problématiques en plus concernant les typographies. Et le travail des étudiants, c'était justement d'avoir une typographie qui était adaptée aux besoins spécifiques de ces personnes en situation de handicap. Donc là, les Master 2 ont réalisé en début d'année une typographie pour cette association. Et après, c'est nos étudiants en B3 de direction artistique qui ont un peu pris la relève et ils ont réalisé un logo pour l'APSA. Je crois qu'on le voit exposé justement dans le fond. Et je crois qu'ils ont fait quelques posts de com dessus. Donc en fait, c'est un travail
un peu transgénérationnel, et en l'occurrence ce qui concerne deux de nos promotions, les Master 2 et les B3, qui ont créé un ensemble justement pour aider la communication de l'APSA. Donc voilà, on a un petit motion explicatif. Là, c'est différents travaux. Je crois que c'est des travaux de packaging là qu'on a vu juste avant, les deux bouteilles. Et puis après, différents travaux de Master 2. Le but de cette présentation, c'est de montrer la variété des travaux qu'on peut avoir au sein d'une même promo. Donc voilà, on voit de la fiche typographique, on voit beaucoup de tests, beaucoup d'expérimentation. Mycélium, je ne saurais pas vous expliquer ce que c'est. La meilleure moyen de le découvrir, c'est de venir... oui. Donc le meilleur moyen de découvrir tout ça, c'est de venir de toute façon. Mais un point important que Giuseppe me rappelle, c'est que en fait, pour les étudiants en Master 2 en direction artistique, donc moi ça va être le cas l'année prochaine, ils doivent constituer des agences de com. Je crois qu'ils sont 3-4 par agence. Et en fait, le but de ces agences, c'est d'aller... c'est littéralement de trouver du travail et de contacter différentes personnes pour réaliser des projets d'envergure professionnelle. Donc en fait, c'est vraiment l'alternance de base, c'est un pas dans le monde professionnel. Donc on reste en formation, mais on est quand même salarié. Mais là, c'est collectif, c'est une étape supérieure encore, parce que c'est aux étudiants d'aller démarcher justement à droite à gauche pour essayer de trouver des projets sur lesquels travailler et de les réaliser ces différents projets. Donc voilà, ça c'est pour le collectif. C'est une partie essentielle du Master 2 en direction artistique. Et en vrai, j'ai pas eu l'occasion de le faire encore, donc je vais pas m'attarder dessus. Enfin, je vais pas donner mon avis dessus, mais ça me paraît être en tout cas quelque chose d'ultra intéressant. Et j'ai hâte d'y participer. Et quand on fera notre live l'année prochaine, j'ai hâte de lui parler de cette expérience. Donc là, toujours des travaux de direction artistique. Cependant, je crois que c'est mon master. Je ne suis pas développer comme ça différents travaux. Et là, on montre. Donc là, avant de parler de l'atelier qui va suivre, rapidement, différents travaux de dessin, tout simplement, de croquis, de poses, de personnages, par nos étudiants de bien, il me semble. Donc on voit bien différentes techniques, différents styles qui commencent à se développer. Et on a eu un atelier intermédiaire, parce qu'on a eu 2 semaines de grands ateliers. Et entre ces 2 semaines, on a eu 2 semaines d'ateliers plus courts, qui étaient entre 3 et 4 jours. Et justement, sur ces ateliers plus courts, les étudiants ont eu des modèles nus, des modèles vivants qui sont venus pour faire du dessin nu, qui ont posé. Et les étudiants ont pu justement découvrir des travaux d'anatomie différents de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et voilà tous les différents résultats. Donc là, c'était un autre workshop juste avant, ouais. C'était un autre workshop de début d'année, je crois que c'était en octobre justement, où les étudiants devaient faire des autoportraits sous différents styles. Et après, ils ont participé à un grand portrait d'une étudiante tous ensemble, où au fait chaque étudiant faisait une partie justement du portrait. Et on voit bien les différents... Enfin, quand on parle de... En fait, les étudiants devaient faire un portrait réaliste et un portrait plus stylisé. On voit bien que sur les portraits réalistes, les styles se ressemblent, globalement. On a un mélange assez homogène. Mais par contre, dès qu'on part sur les styles individuels, on voit bien qu'il y a beaucoup de différences entre les différents travaux d'étudiants. 5e atelier, je crois, l'avant-dernier, l'atelier pop-up, livre pop-up. Un livre pop-up, c'est typiquement le genre de livre qu'on je tombe dans le cliché en disant ça, bien sûr, mais principalement, c'est des livres pour enfants. Le genre de livre que quand on les ouvre, il y a une illustration qui sort un peu, qui donne donc un effet de relief. Et cette technique se base sur du pliage, en fait, tout simplement.
le papier est plié et puis il est fait pour sortir comme ça. Et donc les étudiants devaient faire du pliage pour faire des sortes de pop-up comme ça mais sans le livre. Donc là on voit les résultats finaux en couleur. Le but c'est de faire différentes infrastructures. Je crois par exemple on a une poissonnerie, on a des stands qui vendent du chocolat, des choses comme ça. Donc les étudiants devaient d'abord, ils ont fait énormément de tests de pliage. Donc tous les pliants blancs là, tous les pliages blancs tout simplement, c'est les différents tests qu'ils ont fait. Et encore là on en a enlevé une grande partie. Mais donc il y a eu toute une phase de recherche de plis, etc., de techniques de pliage. Et ensuite ils ont dû faire imaginer justement ce stand qu'ils devaient réaliser. Et l'imaginer le stand, c'est pas juste l'imaginer physiquement, c'est imaginer ce qu'il représente, par exemple les personnes qui le tiennent, imaginer à quoi il sert, des choses comme ça. Vraiment aller au bout de l'exercice. Et voilà, là on a les différents résultats, tout en couleur. Donc oui, voilà le portrait dont je vous parlais précédemment, le portrait collectif. Donc voilà pour l'atelier. Voilà pour l'atelier. Là, on entre dans le domaine des architectures, des architectes d'intérieur en M2. Donc là, on voit différentes maquettes, différents travaux de maquettes, etc. Je crois que c'est leur projet de fin d'année, fin d'études même, il me semble, donc avec différentes planches en A0, je crois que c'est le format, où on voit forcément des plans, on voit des rendus plus détaillés sur différentes zones, beaucoup d'annotations forcément, il faut pouvoir expliquer tout ça, et les différentes maquettes qui accompagnent les différents projets. Donc là c'est de l'architecture d'intérieur, mais du niveau de Master 2, donc c'est un niveau très élevé. Et par contre, contrairement au directeur artistique, ils n'ont pas de collectif à gérer ou de choses comme ça. Les différents plans, les différents rendus, etc., les maquettes. Donc on voit bien des travaux très variés au sein d'un même exercice. On me dit que c'est une piscine tournesol et c'est un projet réel ça, celui-là ? Ok, donc celui-là c'est un projet de piscine à Chauvigny. Ça s'appellerait une piscine en tournesol et apparemment il y a énormément de piscines en fait qui suivent ce modèle, qui reprennent ce concept un peu justement, parce que comme on peut le voir en fait l'entrée s'ouvre, je sais pas comment vous le dire, mais l'entrée s'ouvre en fait, on a les deux modules qui partent sur le côté pour s'ouvrir ou justement se fermer pour former un cercle, un dôme complet. Et là on va bientôt arriver je crois à l'atelier, j'ai l'impression qu'on a oublié un atelier. Là, je vérifie là, non mais en fait non, on a fait Figma, on a fait le jeu de société, on a fait la vitrine, on a fait Main Street, on a fait le mapping, on a fait le pop-up. Je vous ai dit une grosse bêtise avant. Au final on a fait tous les ateliers récemment. Donc ouais, pour la plupart on avait des étudiantes qui sont venues témoigner juste avant et parler un peu de leur expérience. Donc si vous avez raté ce moment, n'hésitez pas à repasser sur la chaîne Twitch, il y a les rediffusions de toute façon. Et l'envers du décor, là vous ne voyez pas parce que c'était le moment de la pause, mais on voit, là vous voyez le plateau, l'envers du décor avec la régie où Giuseppe actuellement est en train de gérer ce live. Et notre petit jardin à l'extérieur, à l'arrière du bâtiment. Et je pense qu'on a fait le tour de CJPO littéralement. Et avec cette fin de tour, s'annonce cette fin de live. Live un peu particulier parce qu'habituellement on a l'habitude de faire une journée complète. Mais là on va s'arrêter que ce matin-là. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à passer à l'école. On est au 34 boulevard du Grand Serre, ce serait un plaisir de vous accueillir, pardon. Et moi, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir regardé cette émission. C'était Ding et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir tout le monde.